Bonjour, bienvenue au Saint-Pierre. Mon nom est Éric Saint-Pierre et mon collègue Joël Beaupré. Cette semaine, l'émission est rendue possible, encore une fois, grâce à la participation de Vidéopod. Vidéopod, Joël, qu'est-ce que c'est? Vidéopod, c'est un service technique, un service clé en main. C'est une espèce de studio portatif qu'on amène chez les gens. Puis, dans le fond, c'est souvent des personnes qui ont des audio podcasts, puis on les transforme en vidéo podcasts. Donc, c'est un peu on encadre les gens et on s'occupe de tout ce qui est technique. Fait qu'il n'y a pas nécessairement besoin de faire grand-chose à part travailler sur l'émission en tant que telle et se concentrer. Pour en savoir plus sur Vidéopod, on va sur le site videopod.ca pour passer de l'audio à la vidéo. Cette semaine, à l'émission, on a reçu Éric Brousseau, alias Seba, de Gatineau. Seba, un parcours atypique. C'est pas dans la trame d'entrepreneur qu'on reçoit habituellement à l'émission, c'est plus différent. Ça fait partie justement de ceux que j'essaie de faire la lumière sur le côté entrepreneurial d'un artiste. Donc l'entrevue a été dans différentes directions, puis on a parlé beaucoup de son parcours artistique, des intervenants finalement qui l'ont amené vers où est-ce qu'il est aujourd'hui, puis vers son prochain album qui va sortir. On pourrait dire qu'il est issu de l'école de l'autoproduction du début des années 2000, qui était un peu la SOPREF, qu'on parle dans l'émission avec Jean-Val Bizarion, et le local de distribution. Donc, il a toujours été un autoproducteur. Donc, c'est un peu ça l'intérêt. C'est un peu ça le côté très entrepreneurial de Seba qu'on voit tout au long de l'émission. Mais il y a beaucoup d'histoires de cette scène-là, finalement, du début des années 2000, lorsque Gatineau, son band, était très actif. On parle de on parle de plein d'acteurs dans cette scène-là. On n'en nommera pas dans l'introduction, ça vaut pas la peine. Je vous laisse écouter et découvrir finalement le parcours de Seba qui est très, très, très divertissant, pour le moins dire. Et aussi, pas oublier qu'il sort un nouvel album bientôt. Bientôt, en février 2018, ouais. Puis, donc, avec DJ Org, comme il y a ça qu'on en parle. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez voir. On va mettre les liens sur le vidéo, bien sûr. Donc, suivez ça. Bonne entrevue. Amusez-vous. Bonne émission. Bonne émission, en fait, ouais. Bonjour, bienvenue au Saint-Pierre. Mon nom est Éric Saint-Pierre. Cette semaine à l'émission, j'ai l'immense plaisir de recevoir un ami à moi, Éric Brousseau. Ah oui! Aka Seba. Seba. Je l'ai invité à l'émission parce que, vous le savez, un des trucs que j'aime bien, c'est faire le parallèle entre le côté artistique et le côté entrepreneurial. Ce qui est intéressant aussi avec Seba, on en parlait, que je vais dire, je vais dire Seba, je vais dire Éric. Des fois, je vais peut-être arrête-moi si vu que c'est dans un contexte d'entrevue officielle, ça peut être Seba aussi. Ouais, c'est ça. Donc, regarde, je vais arrêter là. Regarde, mais moi, ce qui est intéressant, c'est que Seba, Éric, t'as une carrière musicale vraiment intéressante. Bon, t'as commencé au début, tu faisais du punk, t'avais un band qui s'appelait Crass, t'en avais un autre. Non, c'était pas Crass. Non, Crass, c'est un band. Non, excuse-moi, c'est quoi le nom? Ça a été Nick Fit. Nick Fit? Ok. Back in the day, je veux dire, on a fait 4 shows, mais ça a changé la vie de quelqu'un, Nicolas Leroux, qui a fondé Propagande. Tu sais, comme Distribution Select. Oui, c'est mort. Maintenant, c'est mort. C'est mort, mais lui, il travaillait pour ça. Mais lui, il dit, je t'ai vu dans le temps, Armand Corbeil, t'as fait un show punk, puis man, je connaissais pas ça, puis ça a changé ma vie. Je me suis lancé dans la musique, puis le gars, il travaillait pour Distribution Select parce qu'il a comme vu un show, moi, back in the day, ça n'a pas rapport. Là. Mais voilà, c'est ça. Puis c'est ça, justement, je t'invite parce que j'aime ça faire le parallèle. Bon, mais tu sais, il y a eu Gatineau aussi, il y a Cargo Cult qui était super intéressant. Cargo Cult, super intéressant, bonne musique encore une fois. Puis là, ça s'en vient avec DJ Org. Ouais. Il y a plein d'affaires que tu as faites. Tu as aussi une entreprise qui s'appelle Sur ton visage, on va en parler. Okay. Mais je vais commencer par dire merci d'être là. Merci de prendre ton temps pour venir me rencontrer. Merci de venir faire un tour chez Saint-Pierre. Ouais, merci. Moi, je suis donc, présente-toi un petit peu, brève introduction, commençons. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe de sensé avec ta vie? Parle-nous-en. Ben... Comment tu résumerais en un mot qui est Éric Brousseau?
Ben, en ce moment ou en général, je sais pas, là, quoi. Présentement, t'es en train de travailler sur un nouvel album. Ouais, ben là, l'album, il est fini. C'est Boy Org, et qui est grosso modo. On est un duo. Moi puis Org, ça fait comme quasiment plus qu'1 an et demi qu'on travaille là-dessus. Quand ça va sortir, ça va quasiment faire 2 ans qu'on travaille sur ça. On s'est rencontrés. C'est un album de rap, c'est du boom bap. Tu sais, quand tu travailles avec DJ Org, tu t'attends pas à faire du gros trap. Tu sais, c'est de la musique boom bap, le rap des années 90. Moi puis Org, on se connaît depuis 95. Quand je suis arrivé à Montréal, Org, ça a été le premier ami que j'ai eu. On s'est rencontrés au cégep. J'animais une émission de radio, puis lui, il faisait l'émission de radio après. Fait qu'on s'est rencontrés à radio. Comme ça aussi, m'a fait du graph. C'est à cause de lui que je m'appelle Seba. C'est pas lui qui a choisi le nom, mais il faisait du graffiti. Fait que là, j'étais comme fasciné par les tags. Je me demandais c'était quoi. Puis là, je disais, moi aussi, je veux taguer. Puis là, il m'a mis dans le pas le label, mais le crew. Le tag. Ouais, MTL Crew, c'est More Tag Landed. Fait que c'est ça, j'étais en train de faire ça. Moi, j'ai toujours rêvé de faire un album de boom bap parce qu'avant, je faisais tout le temps des affaires comme punkish, tu sais, Gatineau. Puis, tu sais, Cargocus, c'est un album grunge, c'est du rap grunge. Ouais. Moi, je disais, tu sais, si Nirvana puis Gros Méné, il y avait du rap. Tu sais, je voulais faire un album si ces deux groupes-là avaient fait du rap, de quoi ça aurait l'air, c'était ça. Gatineau, c'était pas mal, c'était punk. Je veux dire, je finissais les shows en petite culotte sur le stage là, avec. Ouais, c'était trash pareil, les shows de Gatineau dans le temps. Moi, je serais plus capable. Mais t'as commencé par le commencement. Je veux dire, t'as démarré en fait là, comme artiste. Ça fait. T'avais quel âge environ les premières lignes que t'as écrites, les premiers raps que t'as fait? Moi, j'avais. Les premiers. 26, man. Ouais. 26 ans? Ouais. Okay, moi, je suis plus vieux que j'ai l'air, là. Ouais, je sais. Je sais pas si ça peut révéler ton âge, mais ça, c'est correct. Garde ça pour toi. Mais, c'est ça, t'as commencé, t'as été influencé à tes débuts, t'as été influencé par quoi? Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir t'impliquer là-dedans? Ben, c'est drôle parce que j'étais influencé, tu sais, pas mal, tu sais, comme par tu sais, les Beastie Boys. J'aimais beaucoup les Beastie. Je me souviens des premières tunes que j'ai faites, c'est que j'avais appris à l'oreille, tu sais, c'est avant comme l'Internet, tu sais. Quand il n'y avait pas les paroles dans le livret, ben, t'es écrivais à l'oreille, puis je comprenais pas l'anglais, puis il y avait l'album Check Your Head. Y a-tu un album où si tu comprends pas les paroles des Beastie Boys que Check Your Head, c'est en tout cas, fait que j'avais retranscrit ça, j'avais loupé une affaire dans une cassette, j'avais rappé là-dessus. Mais une des personnes qui m'a vraiment influencé, c'est drôle parce que moi je faisais du beatbox. Je travaillais au Polisson à Terrebonne avant que je déménage en ville, puis je faisais tout le temps du beatbox. Puis un gars qui vient, puis c'est drôle, Org il va rire, j'espère qu'il va écouter ça. Il était comme. Le gars il vient, il dit, yo man, il dit, mon cousin il rap, man, mon cousin il habite à Montréal, faut que tu viennes le voir, faut que vous partiez un band, mon cousin rap, il venait tout le temps, mon cousin. Puis là, mané, j'ai dit, on va aller voir ton esti de cousin. Fait que je débarque le 31 décembre 94, ça c'est vieux. 94 à Montréal, rue Préfontaine, ou Davidson, je sais pas trop. Dans un sous-sol. T'as Cédric, le CDRIK, le fameux Cédric là, qu'on connaît, du rap keb, le vétéran, qui est là en train de rapper, qui écoute du gros Public Enemy, puis il rappait, puis le tabarnak, il rappait en québécois. Tu sais, tout le monde a fait comme. Tu sais, le monde a fait comme le premier rap québécois, c'est Dogmatic, mais c'était comme tous des Français. J'ai rien contre les Français, mais c'était pas du rap de Montréal, là. Plein d'enfants dans le même. Puis qui c'est les Ménopies après, mais comme. Quelqu'un comme Cédric, en 94, il rappait des gens québécois, mais il était déjà bon, ça veut dire qu'il avait commencé à rapper avant. Fait que c'est beaucoup Cédric qui m'a influencé. Après, je suis déménagé 1 an après à Montréal, 6 mois après à Montréal. On s'est rencontrés au dépanneur du métro Joliette, puis là, c'est ça, on s'est comme parti un band, on s'appelait Ambiance Illégale. Moi, je faisais des beatbox. Ambiance Illégale, c'est ça le nom. Ambiance Illégale, vous tirez des balles vocales, le coup sera fatal, c'est normal, je me souviens de ça. Ouais. Je dis c'était les seules lignes que j'avais, fait que c'est sûr, je m'en. Mais Cédric, moi, Cédric, là, personnellement, je vais faire mon effet, je le connais pas, par exemple. Okay. Qu'est-ce qu'il y a. Cédric, c'est comme, il a fait des albums, il a fait plein de petits albums lui-même. Justement, on parle d'entrepreneurship. Là, Cédric, ça serait quelqu'un à inviter ici. En 94, du rap québécois qui était québécois. Ouais. Comme
tu sais, parle-moi un peu de ça, tu sais, parce que on le connaît pas, c'est encore d'actualité son Oui, rap, il a sorti un album, cette année qui s'appelle Liqueur Forte. C'est un petit bon album. Puis il a sorti plein d'albums. Il a sorti un premier disque, je pense, en 99 ou 2000. 6 tracks de trop, ça a fait beaucoup de bruit. C'est vraiment... Cédric, c'est le Eminem du Québec, un peu. Okay. Mais fin des années 90, 97, 98, 99, il a parti Complice. Comme, moi, j'aurais pu être dans Complice. Je faisais du beatbox, mais je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. J'étais moins là. J'écrivais pas bien. Je comprenais pas la musique. Puis Org, il était DJ. C'est moi qui ai présenté Org à Cédric. Fait qu'ils ont fait Complice, qui est un groupe mythique. Ils ont lancé un album Averti Chum en 2000. C'est un album mythique. C'était une grande influence dans mon écriture. Puis c'était lui qui m'emmenait à écrire. Il a cru un peu en moi. Puis c'est quand même assez ironique parce que à l'époque, le chemin que j'aurais dû prendre, c'est 97-99. J'aurais dû faire un album avec Cédric puis DJ Org. Puis j'ai lâché complètement le rap en 99, je suis devenu gothique. Johnny Vision, puis tout. Puis je suis devenu gothique, j'ai lâché les choses comme je suis rendu trop vieux, je passais à d'autres choses. Puis tu sais, j'étais tout le temps dans la merde, je faisais du graffiti. Ça marchait pas, je me disais, ok, je vais aller me pogner une job la fin de semaine au lieu de me tenir avec du monde 10 ans plus jeune que moi à faire des graffitis dans la rue. Fait que j'ai lâché ça. Mais moi, j'avais toujours eu le rêve de faire un album avec Cédric puis Org. Puis je me souviens que justement le 31 décembre 99-2000, je me suis dit, gars, je suis tanné d'être gothique, c'est de la merde, ça m'emmène nulle part. J'ai présenté plein de monde à Montréal qui font des albums à stage, justement, comme tu sais, j'ai présenté Cédric à Org. Le Org, il fait des albums avec Cédric, puis les autres sont populaires, puis moi, je fais rien, puis j'ai un talent dans le rap. Moi, j'étais vraiment un des meilleurs à Montréal en beatbox. Là, j'en fais plus, mais j'étais vraiment un des meilleurs à Montréal. Le monde capotait. Puis, c'est ça, je suis revenu en me disant, tabarnane, je suis dû pour faire un album avec Cédric puis avec Org. Puis finalement, j'ai jamais refait d'album avec... Ni un ni l'autre? Non, parce que tu sais, nos chemins étaient un peu comme... Moi, je me suis mis à faire du rap un peu plus comme punkish. J'étais quand même rock'n'roll, j'étais quand même rocker un peu. Puis ça a pris tout ce temps-là. Mais là, la plus belle chose dans ma vie, c'est que le rêve que je devais réaliser à l'époque, je le réalise cette année. Je sors un album exclusivement avec DJ Org qui fait tout. Puis non seulement c'est pas un album juste avec Org, on est un band, tu sais. Lui, il m'endosse parce que... c'est ça. Org, il travaille avec plein de monde, mais c'est rare qu'il croit assez en un projet pour dire « Hey man, je veux mon nom, je veux que ça soit mon groupe, tu sais, j'endosse ce que tu fais. » Fait que pour moi, c'est un honneur de juste travailler avec Org, mais juste un honneur que cette personne-là qui est comme une légende, c'est le DJ premier du Québec, DJ Org, c'est quelqu'un de immense, mais qui est pas encore assez reconnu. Le monde ne sait pas, mais c'est quelqu'un d'immense dans le hip-hop. Puis cet album-là, je le sens, puis le seul featuring qu'on a sur le disque, c'est Cédric. Fait que moi, je suis complètement tu réalises un rêve de 20 ans en ligne, tu sais, c'est fou, là. Mais tu sais, dans ces 20 années-là, finalement, entre la période que tu es devenu gothique, puis aujourd'hui, puis t'as arrêté d'être gothique. Donc, il y a eu Gatineau, qui était quand même gros. Moi, je trouve ça intéressant, Gatineau, parce qu'il s'ancre dans la scène locale où est-ce que c'était fort, la scène locale dans ce temps-là. Exact. Et je me souviens, dans ce temps-là, j'avais mon band qui s'appelait Uberco aussi. Ah oui, c'est vrai. J'avais mon band. Je sais que t'avais un band, mais c'est juste là. Je sais. Mais on s'était pas connus dans ce temps-là. Moi, on s'est connus quand je travaillais chez Local Distribution, justement. Je travaillais chez Local Distribution avec la Sopref. Puis c'est ça, justement, il y avait ça. Il y avait cette mouvance-là qui se passait. Tu avais les 3 accords qui avaient explosé un peu grâce à l'aide de la Sopref et de Local Distribution. Parce que ça n'existait pas. Local Distribution, là, j'ai pas à l'expliquer parce que Jean-Robert Bisaillon va faire partie de mes invités de l'émission. Fait que vous écoutez l'émission avec Jean-Robert Bisaillon. À moins que tu montes l'émission de Jean-Robert Bisaillon avant celle-ci. on verra. Mais on passera pas en détail parce que c'est fait. Mais il y avait quelque chose qui se passait avec la scène. Il y avait le Malajube aussi. Puis après ça, tu as eu... Avec Malajube est venu justement les Dare to Care. Dare to Care qui est l'étiquette de disque qui a sorti aujourd'hui les Cœurs des Pirates, puis les Malajube, puis les Bernard Anamus. Il y avait quelque chose, ça bouillait, puis c'était beaucoup indie, tu sais. Mais Gatineau faisait partie de ça. Exactement. Comment vous le filez? Parce que il y avait une wave là, qui se passait, c'est comme ça, c'est la croissance de ça. Comment est-ce qu'a commencé Gatineau?
c'est quoi les premiers balbutiements de Gatineau? Qui a rencontré qui? C'est quoi les premiers jams? Explique un peu. Aïe, aïe. C'est sûr que c'est un peu loin, mais moi je veux l'entendre. Ah non, mais le fun, C'est le fun, le cette fun, histoire-là. généralement. Elle est vraiment le fun, le fun, tu sais, trippant. C'est que, tu sais, moi, je travaillais beaucoup avec les locaux locaux, c'était mes chums. Eux, ils m'invitaient tout le temps à faire des spectacles avec eux. Tu sais, je jouais au Club Soda, puis ils m'invitaient, puis je faisais une tune, un texte, puis ils faisaient mes musiques. Puis j'étais tout le temps avec eux autres. J'étais quasiment comme un membre annexe, là. Puis je chillais avec eux autres, n'importe quoi. Une année, je pensais quasiment que j'étais pour finir par embarquer dans le band, parce que j'étais comme tellement avec eux, puis je rappais, puis c'était les mêmes sujets. Ça a vraiment été frustrant des fois. Je fais j'ai fait une tune contre l'Auto-Québec, biz. Moi aussi, j'ai commencé à en écrire une cette semaine. Je suis comme, fuck. Ouais. Fait que, tu sais, tout le monde dit, t'es comme biz, mais oui, à quelque part, mais plus là. C'est ça. C'est que je faisais beaucoup de chocs les locaux locaux. Fait que là, moi, j'étais en lien avec Jean-Sébastien Nicole, le drummer de Gatineau. Ouais. Puis lui, à un moment donné, il dit, avec... j'ai des petits pois, ça pique. Il dit, je travaille avec Van Der, le bassiste des colocs. Ouais. Il y a Van Der, le Bass Ma Boom. Il faisait Bass Ma Boom. Puis il faisait comme, c'est ça, il jouait de la bass, puis il chantait, mais il y avait un band avec lui, dont Jean-Sébastien. Il y avait un autre musicien, je me souviens plus, c'est qui? Je pense que c'est Jeep, justement, le bassiste des locaux locaux. Puis il y avait Kirk. Kirk de Gatineau, ouais, qui lui faisait comme des beats, des sons. Puis là, il m'invitait, puis j'allais rapper des bouts avec eux autres. Puis ils m'ont invité, c'est ça, comme ça. Fait que là, j'ai rencontré Kirk, mais on se parlait pas trop. Je trouvais qu'il avait l'air un peu snob avec ses lunettes. Je le trouvais comme un peu sérieux. Mais j'osais pas y parler, il me gênait. Puis, c'est ça, à un moment donné, Jans, puis Kirk, puis Jeep, ils ont fait un album qui s'est appelé Metatuc. C'est un album de drum and bass. Oui. Je me pas souviens. de paroles. Mais ouais. Ils ont fait un lancement au Patrovis, puis moi je suis allé, puis à la fin, ils ont fait une espèce de rappel jam, puis ils ont commencé à faire une espèce de beat bizarre, puis je suis monté, puis j'ai fait le texte de Elephant que j'avais fait avec Justin Poirier, un texte sur la tuerie à Conobac. C'est drôle, en ce moment, je sais pas quand ça va diffuser, mais en ce moment, on est le 6 décembre, c'est la date commémorative de la tuerie à Polytechnique. Fait que c'est ça, j'ai fait une chanson un peu... C'est drôle de hasard, on en parle là, ouais. Bon, c'est bon mentionné. Puis, c'est ça, on a jamais cette chanson-là, puis on a fait « Oh boy, il s'est passé de quoi? » Puis on a décidé de se revoir là. Moi, je voulais faire mon album solo. J'avais personne qui faisait mes beats, j'avais arrêté de travailler avec Ghislain Poirier parce que Ghislain a commencé à plus se concentrer sur Omnichrome. Il disait qu'il ne voulait pas faire de rap au début. Mais au début, c'est plus en 2002. Moi, je l'ai rencontré une année, c'est une autre histoire. On aurait dû commencer par Poirier. Plus. En tout cas, c'est ça. Fait que Kirk qui cherchait quelqu'un pour rapper sur son album, il voulait sortir un album. Puis moi, je me cherchais quelqu'un pour faire mes beats. Fait qu'au début, c'était Seba et Kirk. Puis là, on se demandait quoi faire, si c'était pour être plus lui qui embarquait dans mon trip, moi dans son trip. Puis le moment donné, on a commencé à jammer ensemble. Ça s'est vraiment bien passé. Puis il était vraiment drôle. Moi, je suis vraiment tombé en amour avec ce gars-là parce qu'il me faisait rire. Il me faisait rire. Ça avait pas d'allure. J'avais jamais vu ça. Puis... c'est ça, on s'est inscrit au Francouverte. Ouais. Les Francouverte qui est comme c'est là en fait que le local se sont fait beaucoup connaître. Ouais. En fait, ça leur donne un coup de main pour donner l'argent pour réaliser leur premier album. Donc c'est un concours de musique finalement, pour la chanson francophone. Mais tu sais, t'as les Sœurs Boulay, ils ont été connus là. Aussi. Alex Nevsky. Fanny Bloom qui avait été là aussi. Ouais. Même, je sais pas si Claude Pellegag elle a fait, je sais pas trop. Je sais plus. Mais il y a une autre affaire aussi. Kid Kuna il avait été aussi, je crois. Ouais. Même en 2000, c'était vraiment la grosse guerre entre les locaux locasses puis les Cowboys fringants. Ah oui. Finalement, c'est ça, c'est les Cowboys fringants qui ont gagné cette édition-là? Je sais pas, non, je pense que c'est l'année où est-ce que les en tout cas... C'est les... Ouch! Je capote, j'ai un poil, là, avec un piercing, ça chatouille. Les joueurs de piercing. À chaque fois que j'étais à la caméra, je suis tout le temps comme j'ai l'air d'être sur la poudre. Fait que c'est ça. Mais en tout cas, on s'est inscrits là, puis les autres... L'affaire qui nous avait fait chier au début, puis finalement, ça a sauvé notre vie, puis ça nous a donné notre son, c'est que eux, il y avait eu des mauvais souvenirs de bandes de rap, parce qu'il faut savoir que
Dans le temps, le rap, tu sais, à cette heure, c'est connu, c'est convenu que tu peux débarquer qu'un DJ. Mais les Francouvertes, au début, c'était plus un concours de band un peu rock, indie, moins rap. Puis nous autres, quand on leur a dit, écoute, on débarque, un DJ, c'est même pas un DJ, c'est quelqu'un qui lançait des séquences, là, puis qui jouait de la bass synth, puis moi qui rappe. Ils ont pas voulu, ils ont dit, vous êtes obligé d'avoir un bassiste, puis d'avoir un drummer. Fait que nous autres, on a engagé Jans comme drummer, puis Alex McMahon comme. Ah ouais, j'avais même pas. Ben oui, mais Alex, c'est le membre original. Dom Hamel a remplacé Alex McMahon. Je veux dire, c'est. Alex McMahon, c'est quand même ça, c'est une autre figure vraiment importante de la scène québécoise. Probablement, c'est comme c'est un multi-instrumentiste incroyable qui a joué avec. Bon, qui était dans Cargo Culte. Qui a joué avec Ariane Moffat, qui fait comme toujours des shows à la télévision. Il y a Alex Nevsky. Je sais plus combien, mais c'est comme Yann Perrault. Yann Perrault, oui. Perrault, il a même travaillé avec Lassa aussi. Oui. D'ailleurs, c'est la première fois que j'avais vu Alex McMahon en spectacle, c'était avec Lassa, puis il était jeune, là, c'était un flow. Puis il était comme super bon, il y avait comme plein d'instruments, c'est hallucinant ce gars. Ben, c'était Ben Blaster aussi. Ouais, Blaster, c'est ça. Ouais, c'est cette époque-là aussi, toute cette époque-là, Ouais. tout se passait, tu parlais, dans le fond, je vais peut-être revenir à la question initiale, c'est qu'en 2003, 2004, mais vraiment plus 2005, il se passait de quoi? Tout était facile. Moi, j'arrivais, puis je bookais un show au Divan Orange, c'était super facile. Lionel, OK, viens, Lionel du Divan Orange, le feu Divan. Ouais, feu, à partir de mai 2018. Mais tu sais, j'arrivais, j'allais le voir, je disais, on voudrait faire un show. OK, quelle date que tu veux? Me donner un samedi soir, c'est quand même une grosse date. On avait tout l'alcool qu'on pouvait boire. C'est pas comme 2-3 billets ou une case de 24. Tout ce qu'on pouvait boire avec de la bouffe, n'importe quel sur le menu. Des fois, tu vas faire un show dans une salle de spectacle, ils font comme OK, la bouffe est fournie, mais tu peux juste prendre 3 affaires. Là, tout était fourni, on jouait quand on voulait. Je dessinais des posters sur des feuilles quadrillées, j'allais les coller dehors, puis c'était ça mes posters, mais c'était dessiné avec des crayons de cire, là. Gatineau! Puis tout le monde venait, c'était comme facile. Mais ce qui était rendu facile aussi, c'est qu'à cette époque-là, il s'est mis à avoir les blogs, le MySpace, un petit peu de Facebook, mais pas tout de suite. Mais ce qui rendait tout ça facile aussi, c'est les salles de concert. Parce que dans les années 90, admettons, tu faisais de la musique, puis là, t'envoyais ta cassette à la maison de disques, puis là, tu faisais ton disque, personne ne te connaissait, puis là, tu lançais l'album au Club Soda ou au Spectrum. Mais des places comme le Divan, l'inspecteur Épingle, on en parle. Oui, la Casa. Mais il y a une autre place qu'on parle pas sur la rue Beaubien. C'est rien, on passe tout le temps devant. L'hémisphère gauche. On a entendu parler. Mais c'était toutes des places, c'était des laboratoires. Tu sais, moi, les premières fois qu'on a joué, moi, Piqueux, à l'hémisphère gauche, écoute, il lançait des beats, c'était tellement tout croche qu'il y avait un band de rock en deuxième partie. Ben, pas en deuxième, on était en première partie. Il trouvait ça tellement plate ce qu'on faisait qu'il a fait si, moi, je t'ai écœuré, puis maintenant, je suis en train de chanter. Il arrête de faire de la bass, il embarque sur le drum, puis il se met à drummer, tu sais. C'est un laboratoire, mais si on avait fait un album officiel, on avait joué au Club Soda, on n'aurait pas pu faire des affaires normales, mais c'est un laboratoire, on s'est testé, on s'est rendu compte que ça marchait moins bien quand on n'avait pas de drum, ça serait cool une bass synth. Fait qu'on a vraiment travaillé notre son. Grâce à ces petites places-là, il y a eu à peu près 10 versions différentes du fameux hit qu'on a fait après Punch Up. Au début, c'était une chanson dancehall. Maintenant, c'est devenu une chanson plus rock, c'est devenu ce que c'est. Fait c'est ça, tout était facile. Aussi, les labels, c'est quelqu'un comme Élie Bissonnette. Lui, il nous aidait, Jean-Robert Bisaillon, il a fait notre demande de subvention, puis Élie nous a endossé comme quoi qu'il nous signait sur Dare to Care ou Grosse Boîte pour nous aider à avoir des subventions. Mais Élie, c'était pas comme le gars dans son bureau avec son label. Élie, c'était un chum. Je veux dire, on se voyait tout le temps, tous les soirs, dans les shows. J'allais chez eux, je l'aidais. Il y a des albums de Malajube. Dans le temps, le premier album de Malajube, à un moment donné, il a fallu qu'il reprint parce qu'il n'avait trop vendu. Mais j'étais allé, j'ai mis de la colle sur les pochettes, puis j'y mettais dedans. Il y avait ça où est-ce que Étienne Côté-Paluc, puis Olivier Robillard-Lavaux, c'était des journalistes, mais c'était des chums parce qu'on était ensemble. Je leur donnais des scoops, on sortait ensemble dans les bars, on se voyait tout le temps. Olivier Robillard-Lavaux, la dernière cigarette qu'il a fumée à vie,
la dernière minute où est-ce qu'on a pu encore fumer dans les bars, Ouais. ben, c'est moi qui ai allumé, puis il y a une photo de ça. Fait que, tu sais, on était tout le monde était ensemble, on était chum avec les fans. C'est ça, il y avait comme les fans, les journalistes, les médias, les artistes, on était tout ensemble. Fait on s'aidait tout le monde à monter. Quelqu'un comme Olivier Lalande, il avait intérêt à ce que je sois proche de lui pour lui donner des scoops pour ses entrevues. Tu sais. Il y avait des petits salles de spectacle, le MySpace. Fait que c'était vraiment une époque magique, naïve. Puis tout le monde, on était tout ensemble. Je veux dire, moi, je me tenais avec Malajube, puis des Hot Springs, puis les Breastfeeders, puis je faisais du rap, je me tenais avec les Locaux Locas. Tu sais, on était tous comme interreliés. Il y avait pas de... C'est pour ça que Gatineau, je débarquais en show de Gatineau, habillé en rocker, les jeans déchirés, une casquette, les cheveux longs jusqu'ici, tout décalissé. C'était du rap. Mais moi, quand j'étais sur le stage, j'étais Johnny Moldorard des Breastfeeders, j'étais Lucien Francoeur, j'étais Malajube dans ma tête, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, tu parles de. Je parle beaucoup, là. Non, je sais, ouais. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai, c'est une époque fascinante pour la musique en général, je pense aussi. D'après moi, on n'est pas Montréal n'est pas la seule. Il y a Arcade Fire qui est né aussi dans cette époque-là. Ouais. Et vous savez, je pense justement, c'est l'avènement d'Internet, puis puis l'avènement d'Internet, puis les MySpace, vraiment, qui faisait en sorte que l'autoproduction était rendue possible. Puis c'est de là, en fait, ça a commencé, justement, on est capable, en tant qu'artiste, de vivre notre musique, de faire moi Inc. en tant qu'artiste, puis de trouver des façons, finalement, de se booker nous-mêmes, puis de faire nos propres tournées, puis de s'entourer de monde qui vont triper, puis qui vont nous donner un coup de main pour avancer. C'est ça qui était magique, en fait, vraiment, je pense, de cette époque-là, puis que Gatineau était là-dedans. Moi, je trouve ça le fun que tu en parles de même avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est ça, tu sais. Moi, je m'en souviens, j'en ai fait partie dans cette. Ben oui, c'est ça. C'était, comme tu dis, on collait nos propres CD, mais la même affaire avec Berco, on prenait nos CD, puis on les collait, on les faisait à main, on les printait nous autres mêmes, puis on enregistrait, tu sais. C'est comme on avait notre graveur c'est ça. Notre graveur, puis c'est comme c'est nous autres qui faisaient la production, puis on mettait le collant dessus, tu sais. Ça passait. Ça passait. Les gens étaient friands de ça aussi, là. Ouais, c'est ça, puis ça. Mais c'est ça, puis. Alors on va revenir un petit peu en arrière. Là. Regarde, on en a parlé un petit peu. T'étais proche justement de. Ben, tu l'as peut-être encore un petit peu, là, mais t'étais proche avant Gatineau de DJ Poirier. Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton expérience avec lui, comment ça s'est fait, qu'est-ce que ça a contribué à ta progression musicale? Parce que lui, DJ Poirier, c'en est un qui est un monument aussi de la musique électronique. Il est venu un temps, il y avait pas une tonne, pas une tonne, il n'y avait pas un sample qui passait à TV qui n'était pas de DJ Poirier. C'était fou le nombre de beats qu'il faisait. Là. Je fais des beats dans ma maison. Voilà, c'est ça. Ben, ça vient de toi un peu, ça? Ouais, ça vient de nous deux, ouais. Mais nous, c'est ça, j'ai fait Éric Roger qui fait des soirées solo Vox. Il y avait une émission Poète vos papiers à CISM. Puis à un moment donné, il a voulu faire une espèce de nuit de la poésie au Lion d'Or. Puis il invitait tous les poètes à venir poétiser. C'est un verbe. Poétiser au Lion d'Or cette nuit-là. En quelle année ça environ ça? 2002. 2002, hein? 2001, ouais. Puis cette nuit-là, c'est ça, écoute, il y avait juste comme les poètes qui étaient dans la salle, venaient faire leurs poèmes, puis ils partaient, il y avait comme personne dans la salle, mais Poirier, il faisait des fois de l'ambiance musicale en arrière, des poètes, ou des fois il faisait jouer comme des affaires, tu sais, des plages musicales là, entre les poètes pour la radio, parce que c'était toute la nuit diffusée en direct sur CSM. Puis, je suis monté sur le stage, je le connaissais pas, puis je suis allé voir, je dis, hey, t'aurais-tu des affaires un petit peu beatées pour que, tu sais, moi je fais du rap. Puis il a trouvé dans ses affaires 2 beats. Puis là, j'ai rappé là-dessus, puis j'ai vraiment trouvé ça trippant. C'était complètement différent parce que faut savoir que Poirier, dans ce temps-là, faisait de la musique ambiante avec quasiment pas de beat, pas de rythme plutôt. C'était juste comme de la musique. Il faisait de l'électro, là, acoustique. Puis pas de beat du tout, mais j'avais aimé la vibe, ce qui se passait. Puis là, j'ai pris son numéro de téléphone. J'ai dit, man, faut qu'on se parte un band ensemble. Parce que dans ce temps-là, je me cherchais quelqu'un pour faire mes beats. Je veux dire, ça faisait comme 2 ans, 3 ans que je rappais dans le vide. Fait que c'est ça, je l'ai appelé. Je dis, oh man, je veux que tu fasses mes beats, je veux faire du rap. Il fait comme, ouais, dis-moi, je veux pas faire de hip-hop, je veux pas faire de rap. Je suis comme, voyons, man. Puis finalement, genre,
j'apprends qu'il crisse son camp en Afrique, je n'entends plus parler, puis comme fuck off. Puis là, comme 6 mois après, je reçois un appel chez nous, il fait ouais, il dit, je suis allé en Afrique et j'ai découvert le rap africain, je tripe là-dessus, il dit, on se rencontre cette semaine, ça me tente de faire des beats avec toi, je dis bon, enfin. Mais c'est ça, il voulait pas faire d'arabe, je veux pas faire d'arabe, je suis comme, mais après c'était comme, tu sais, monsieur hip-hop à Montréal. C'est ça. Fait que là, on a commencé à faire des affaires, puis c'était vraiment fou parce que ce qui le fascinait aussi, c'est que moi, je venais vraiment du monde de la poésie, Ouais. puis lui venait du monde électroacoustique, fait que notre trip, c'était lui de le faire connaître dans mon univers un peu c'était caché, poète, puis lui de me faire connaître dans son univers un peu, justement, musique électroacoustique, Myland. Ah, c'est vrai, parlant de la Casa de Popolo, moi j'ai travaillé beaucoup avec le drummer de Godspeed du Black Emperor, Oui, oui. One Speedback, Eden Gert. En tout cas, fait que c'est ça, on a commencé à faire de la musique ensemble, des affaires, mais c'était vraiment fucké parce qu'on était probablement on a fait une chanson qui s'appelait Carquois, c'est probablement la première tune reggae dancehall de l'histoire du hip-hop au Québec. Puis c'était mon idée. Mais ce qui est intéressant de cette chanson-là, c'est que on l'a sorti justement, tu parlais, on l'a sorti en CDR. Ghislain faisait des dessins. Quand je l'ai rencontré, Ghislain faisait des toiles, faisait des expositions. Puis Mané s'est dit, crime, si ma musique marche plus que mes toiles, je vais lâcher toi. Ces toiles marchent plus que ma musique. Je vais... Il y avait d'autres son plan B, finalement. Et finalement, genre, un an, une couple de mois après, il a tout remisé ses toiles à quelque part, puis il a fait de la musique. C'est ça. C'est cette chanson-là, on n'était pas connus au début, puis il y a souvent ça dans le hip-hop, les rappers, ils parlent au début de la chanson, puis vu qu'on n'était pas connus, puis qu'on voulait que les gens puissent nous identifier quand la tune joue à la radio, on l'envoyait à CSN. Puis c'était. On s'appelait Nonobstant. Puis là, c'était comme Yo, Carquois, Nonobstant, 2003. Puis là, tu sais, Ghislain qui dit je fais des beats dans ma maison. Puis moi, je réponds shoot des rhymes dans toute direction, écoute ça. Puis là, la tonne à part. Puis ça. Après, nous, vu que j'étais avec les locaux locaux, on a fait un spectacle dans le cadre des sessions bande à part. Dans Schlaga, dans le temps, on a fait ça. Puis Shafik, c'était un des premiers à avoir les CDJ pour mixer. Là. Ah, les CDJ, oui. Avec des disques compacts que tu peux mixer comme si c'était des tables tournantes. À la place des tables tournantes, c'est des disques qui tournent. Que tu peux... C'est des disques compacts que tu mets dedans, que tu peux faire du... Ouais, c'est du scratching. Ouais. Fait que lui, c'était acheté ça. Puis on lui avait donné une version a cappella de la tune Carquois qu'on a faite, moi puis Ghislain Poirier. Puis il y avait ça. Fait que, il est venu avec nous faire le show. On faisait de la musique avec justement Biz. On avait invité Shafik pour faire des scratching puis gosser avec Ghislain Poirier puis moi. Puis c'est ça, par après, Shafik a utilisé en studio la track de je fais des beats dans ma maison, je shoot des rams dans toute direction. Il a fait la chanson Maison idéale avec ça. Mais c'est ça. Puis l'expression bounce le gros aussi, c'est devenu vraiment important parce que moi puis Gis, quand on parlait au téléphone avant, moi j'ai tout le temps eu ça, le monde qui disait hey le gros, j'ai tout le temps trouvé que ça faisait comme habitant puis têteux. Puis j'avais un voisin en bas chez nous, je parle de n'importe quoi, j'avais un voisin en bas qui me faisait vraiment chier, il écoutait tout le temps du hip-hop dans le fond, puis ça a vraiment fait que j'ai arrêté d'écrire du hip-hop parce que ça m'énervait les hip-hop. Puis lui, quand j'allais cogner à la porte pour dire man, baisse ta musique, asti, je t'écœuré, puis il était comme écoute le gros, man, écoute le gros, ça me faisait chier. Et quand je parlais au téléphone avec Ghislain, c'était vraiment ironique, tu sais. Quand on raccrochait, lui disait bounce, puis moi je disais le gros, puis on raccrochait. C'était notre manière de se dire salut. Puis c'est ça, puis après, ben, c'est devenu notre expression. Bounce le gros. Bounce le gros, c'est ça, c'est vraiment bounce le gros. Tu sais, c'est sûr, Ghislain se l'a approprié parce que c'était vraiment comme. C'était quand même plus lui, je sais pas comment dire, c'était vraiment comme plus lui aussi. Mais c'est vraiment. Lui, c'est bounce. Moi, c'est le gros, tu sais. Fait que c'était ça, fait que c'est vraiment comme nous deux. C'est un thème récurrent, toi, les voisins? Là, je parle de capsules avec ta voisine, mais on en reviendra plus tard par rapport à grosso modo. Mais ouais, c'est riche en histoire, ces trucs-là, c'est fou. Puis, tu es un gars de la poésie, justement. Tu faisais des soirées de la poésie, tu disais, comme tu étais entouré des poètes québécois qui étaient à Montréal, qui se promenaient. Ouais. Comment est-ce que tu es venu à les connaître? C'est juste en allant les rencontrer? That's it, ou... Non, j'étais... je travaillais pour une compagnie d'affichage, puis j'allais porter...
c'est quand même assez drôle. Comme pas plein d'affichage, hein? C'est une... non, parce qu'il s'est passé de quoi cette semaine, puis je vais en venir là, c'est que il y a... je sais pas comment parler, là. J'allais à toutes les semaines à la librairie, le chercheur de trésors dans Sarre, Ontario, puis il y avait dans cette librairie-là, il y avait Denis Vanier, il y avait Patrice Desbiens, il y avait d'autres poètes du monde. Pierrot le Fou, c'est un vieux poète, je pense, qui est dans la nuit de la poésie 70. Il y avait toute cette gang-là de la contre-culture des années 60, 70, 80, qui se tenait là, des vieux poètes. Puis il était tout le temps là dans la librairie, puis j'allais porter un rouleau d'affiches. Puis lui, le gars qui est là, Richard Gingras, et qui est Jack Drill, il prenait ces rouleaux-là. Puis un moment donné, j'étais allé là, puis il y avait Alain Arthur Pinchot qui était en train de coller des affaires. Puis je suis comme, qu'est-ce que vous faites? Il dit, on fait un recueil de poésie. Parce que Denis Vanier se tenait tout le temps là, puis il dit, Denis Vanier, il a le cancer. Puis pour l'aider à tenir un mois de plus à chaque fois, on fait une revue littéraire, un carnet littéraire qu'on sort une fois par mois, le dernier jeudi de chaque mois. Puis on fait un lancement ici dans la librairie. Puis tout le monde qui font de la poésie emmène leurs poèmes. On les met dedans, on les colle à la main, découper les affaires puis coller ça à la main. On les colle à la main, puis on sort, puis chaque poète a le droit d'avoir 2 ou 3, ça s'appelait ça le steak haché. Ils peuvent avoir 2 ou 3 steaks hachés à eux après à ramener, puis on se réunit à tous les derniers jeudis de chaque mois. Ça allait Denis à aller plus loin. Puis moi, j'écrivais des poèmes gothiques, genre il y avait mon épitaphe, comme quand je vais mourir, ce que je veux qu'il soit sur mon épitaphe. J'avais écrit ça, puis j'étais vraiment gothique. Puis j'ai emmené 3 poèmes, là, puis ils les a pris. Puis la nuit, juste avant d'aller porter ces poèmes-là, j'avais rêvé que j'étais devant son comptoir, puis que je donnais les poèmes, puis que je me mettais à chanter de l'opéra devant lui. Ouais. Puis ce qui est drôle, c'est que c'était le moment zéro de ma carrière, parce que j'ai donné des poèmes, puis c'était la première fois que j'avais des lecteurs, puis là, il faisait des soirées de steak haché. Où est-ce qu'il lançait, justement, des fois, il lançait la revue en dehors du... Est-ce que je bégaye un peu, là? C'est correct. Il sortait ça en dehors de la librairie, il faisait ça au Faubourg. À cette heure, c'est l'Astral sur la Ontario, coin Papineau. Fait que là, il voulait que j'aille lire mes poèmes, mais moi, ça me tentait pas de lire des poèmes. Puis là, c'est là que je me suis dit, hey, peut-être que je pourrais rapper, apprendre mes affaires en rap. Puis c'est ça, je veux juste dire, c'est ça, comme ce mois-ci, Richard Gingras, il est mort. C'est un monument, ça, je suis un peu ému. C'est quelqu'un qui était vraiment important, tu sais, comme pour ma carrière, pas qui m'a accompagné, mais tu sais, qui m'a donné mes premiers lecteurs, puis je suis rentré dans ce mouvement-là, j'ai fait des soirées de poésie, c'est ça qui a fait comme, ok, je vais rapper mes affaires au lieu des livres. J'allais voir des soirées de poésie, puis le poète qui tient son poème, puis oh, je suis fâché en ce moment, puis comme, hey man, ta gueule, tu sais, ça se passe pas, puis je me dis, je vais s'apprendre par cœur, puis tout, Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle aussi, il y a son fils Guillaume Gingras qui maintenant fait sensiblement la même chose. Il travaille pour... il travaille pas, là, je dis, mais il fait des soirées end of the week aussi, des soirées de poésie improvisée. Puis c'est de réputation mondiale. La finale mondiale a eu lieu à Prague cette année. L'année passée, c'était, je pense, je sais pas trop où, mais en tout cas... Fait que j'ai commencé à fréquenter tout ce monde-là de la poésie contre-culture grâce au steak haché. Puis c'est là que j'ai commencé à faire de la scène pour représenter mes affaires. Excuse, la réponse était longue. Non, c'est correct. Mais justement, ça amène justement les influences. Parce que je voulais t'en parler parce que il y a beaucoup de poètes méconnus, tu sais, quand même. Tu sais, ça paraît pas. Denis Vanier, ça peut être super connu pour toi et moi, pour la scène comme l'underground. Mais le monde ne connaît pas, tu sais. Pour beaucoup de monde, la poésie québécoise arrête à Émile Nelligan, tu sais. C'est bien correct, là. J'ai aucun problème avec Émile Nelligan. Mais on va arrêter ça là. mais tu sais, ça va beaucoup plus loin que ça. Puis justement, il y avait aussi quelque chose, puis il y a un parallèle justement à faire avec tu sais, comme tu l'as dit, il faisait le truc à la main, c'est comme des fanzines, finalement. Puis les fanzines qui sont revenus avec la scène locale, tu sais. Puis tout ça vient fait que l'histoire arrive parce que tu as commencé à réciter tes poèmes, tu as eu besoin de le faire, tu as senti l'envie de le faire, tu as senti le besoin de le faire, puis là-dedans, en fait, je me suis aimé, il y a aussi un moment donné où est-ce que tu faisais les soirées
de slam, c'est pas de slam, mais de... Ah oui, oui. Il y avait non, c'est quoi le nom? Rap maudit. Rap maudit, c'est Oui, ça. oui, ça, merci. Oui. Puis t'étais comme très actif avec ça, je me souviens, dans un certain temps. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de ces soirées-là? Ben ça, c'est une soirée qui avait été partie par Kiro à la galerie d'art Subway, c'était sur la rue Maisonneuve, coin Amherst. C'est une galerie d'art de graffiti, un peu affiliée avec la gang du Café Graffiti dans Hochelaga. Puis Kiro présentait ça parce que Kiro, qui était dans Attache Tatuc puis Traumaturge, qui est parti ça, lui, je l'ai rencontré avec justement Poirier, parce que quand j'ai commencé à travailler avec Poirier, Poirier aimait beaucoup les poètes, les gens qui avaient d'autres choses à dire que des rappeurs classiques. Fait qu'il travaillait avec Kiro, qui est un rappeur qui des fois met pas de rime, mais il improvise puis il parle vraiment comme rapidement en ce moment. Mettons, je suis en train de rapper, mais là, je parle rapidement comme ça, mais imagine qu'il y a une musique en arrière, puis je parle par-dessus. Kiro, il était comme ça. Je l'ai rencontré Kiro, puis Kiro commence. Une des premières affaires qu'il m'a dit, il fait Yo man, fuck le rap. Je suis comme oh shit man, Je pensais que c'était un true hip-hop, puis là on a commencé à parler, comme que finalement on aimait le rap, mais on n'aimait pas ça tant que ça, il y a des affaires qu'on aimait moins. Puis lui, c'est ça, il est parti de soirées qui s'appelle Rap Maudit. C'était un batteur, puis un contrebassiste, Éric Gingras, un chum de Terrebonne. Puis le batteur, c'est ça, qui jouait souvent, mettons, avec des balais pour pas jouer trop fort, un snare, un kick, un hi-hat, pas plus. Qui rappelle un petit peu l'époque beatnik, si on veut. Ouais, c'est ça. Proche, c'était exactement ça. Puis c'était une place pour laisser toute la place aux poèmes, aux poètes. Fait que des fois, ça pouvait être les musiciens partaient un beat, puis là, t'avais pas le choix de jouer avec ça. Ou c'est le contraire, genre tu faisais ton texte, puis les musiciens te suivaient. Il y avait vraiment une grande liberté, puis tu pouvais rapper, puis donner des ordres aux musiciens d'arrêter. C'était tout le temps comme des textes déjà appris. C'était pas de l'improvisation, c'était tout le temps des textes, parce que pour quelqu'un, pour Kiro, pour lui, c'est important les textes, la poésie, beaucoup plus que « Oh, moi, je suis un rapper ». C'est pour ça qu'il y a bien du monde qui voulait venir à notre soirée, puis Kiro était comme « Non, lui, je l'aime pas ». Je suis comme « Chris, Kiro, t'es trop hater, arrête ». Mais c'est ça. Il est parti de cette soirée-là, genre à peu près en 2003. Il a arrêté. Puis là, vers 2005-2006, j'ai dit, man, faudrait que tu recommences ça. Fait que c'est un peu lui qui a recommencé la soirée, mais c'est moi qui l'ai poussé. J'étais là avec lui comme co-animateur. Je faisais les relations de presse, mais c'était vraiment comme plus sa soirée, mais ça a été mythique. Là. Je m'ennuie de ça. Là. Ouais, mais mais si je me souviens aussi, il y a aussi beaucoup de rappeurs qui sont un peu nés de là aussi. Un peu, mais il y avait toute la gang dans la Claire ensemble. Voilà. Monkey était là. Je voulais que tu le dises. Hey, je me souviens, comment il s'appelle voyons. Maybe Watson. Oui. Puis je sais pas quel autre membre du Kiss c'est ça, genre, tu sais, sont arrivés en retard à m'amener à Rap Maudit parce qu'ils venaient de lancer 4,99. Tu sais, c'est ce style d'affaire de même. Fait que c'est ça, moi 4,99, j'ai eu le jour de la sortie, ils me l'ont donné, je l'ai eu dans les mains. Du monde comme même Filigrane qui venait se pratiquer. Aussi la gang de Domatic Massive, Lopecci, c'est tout du monde qui venait pratiquer des textes, casser des textes. J'ai même eu du monde de Floride qui sont venus. Il y avait Bluebird, un rappeur de Floride qui est venu. Il y a un autre rappeur, Santiago aussi. Oui, fait oui. Que, c'est comme ça, ce côté de laboratoire-là, encore une fois, qui était intéressant, comme justement tu le disais, on avait. Je vais pas dire, dans mes temps, on va dire on avait le Divan Orange qui était un beau laboratoire pour pratiquer, pour casser. Il y a la même démarche quand tu es un humoriste, tu vas casser généralement tes shows dans les comédies nest et trucs comme même. C'est juste normal. C'est super intéressant. Puis tu trouves-tu que ça manque un petit peu aujourd'hui? Ils n'avaient plus ces soirées-là, Rap Maudit. Est-ce que tu trouves que ça manque un petit peu à la scène hip-hop? Moi, ça me manque, moi, personnellement. Mais dans le temps, j'en ai pas profité parce que j'écrivais pas beaucoup. J'écrivais mes textes. Puis en ce moment, j'écris énormément. Puis j'ai besoin de casser des affaires. Puis là, tout ce que c'est des soirées. Puis là, je fais une soirée de slam, la deuxième, dans pas long, je vais pas dire, en tout cas. Puis... je suis un peu foutu parce que je peux pas pratiquer ailleurs. Oui, ça manque parce que, tu sais, c'est cool, mettons les soirées de slam. Il y a beaucoup de soirées de slam qui sont pas vraiment du vrai slam. Quand tu sais c'est quoi le slam, genre 99% des soirées, c'est pas des vraies soirées de slam. Je veux pas comme prendre pour Ivy, mais Ivy, c'est the real shit, là. Le reste, c'est comme micro-vent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le slam, c'est une joute. Tu as 3 minutes pour faire ton texte. Il y a 2 périodes. Tu peux pas dépasser. Les gens votent. Puis, tu sais, si tu as passé dans la première partie de la soirée, c'était assez bon, tu reviens après. Puis après, toutes les affaires sont cumulées. Puis là, tu fais une soirée à la fin de l'année où est-ce que toutes les villes se battent ensemble. C'est ça, le slam. C'est une joute. C'est pas comme, je fais un texte. Puis, c'est pas du rap. Le slam, c'est une place où est-ce que la voix
est libre. Puis c'est la manière que tu arrives, puis c'est la manière d'être percutant avec les mots, tu sais. C'est sûr que moi, mettons, si je sais mon texte par cœur, je suis comme tu sais. Fait que c'est ça. Oui, ça manque. Ça manque parce qu'une soirée, mettons, comme Rap Maudit, on pouvait pratiquer aussi sur un beat, mais tu sais, mettons, c'est pas un beat qui joue, mettons, tu sais, tu pars, mettons, dans une soirée, s'il y avait un DJ qui part en instrumental, puis là, t'es un rappeur et t'es pas à l'aise avec l'instrumental, c'était un peu plate de dire « Ah, je suis pas trop à l'aise », tandis que les soirées Rap Maudit, quand il partait de quoi, tu disais « Je suis pas à l'aise, j'aimerais mieux que ça soit juste la contrebasse, puis que tu joues un peu plus tranquillement », puis mettons, j'ai vu souvent des rappeurs qui rappaient, puis ils se reviraient vers le band en disant « Ralentis le beat ». Mais tu peux pas faire ça, c'est des jokes qui partent un beat, t'es foutu. Puis si tu dis des jokes, j'aimerais de quoi de plus jiggy, le temps qu'il cherche dans ses playlists, c'est long. Tandis que le band pouvait se revirer sur un 30 sous, c'était vraiment. C'était vraiment Il y avait une dynamique physique, là, un peu. Moi, les meilleures versions des tunes de Gatineau qui existent au monde, c'est les versions que j'ai faites que le monde a entendu juste quand il était là, en show, avec le band. Il y a des soirs, je fais, j'étais transporté, je me sentais poussé puis monter dans les airs. C'était. Je buvais aussi, là. Ouais, dans ce temps-là, tu buvais. Ça, c'est un autre truc. Ça, t'as arrêté. Ton mode de vie a beaucoup changé depuis au moins 5 ans environ. Plus que ça, 2009. Ouais, parce que moi, des premiers temps, parce qu'on a commencé à se voir plus souvent, justement, ça a brûlé dans ce temps-là. Tu commençais à avoir une sorte de voyage spirituel, d'une certaine mesure. On s'entend, là. T'avais starté avec Straight Edge. Puis t'es devenu vegan, en partie. Il y a comme tout ça, puis. Mais je vais revenir un petit peu. Je vais revenir encore je vais m'en tenir pareil au sujet principal de la. C'est toi, la Saint-Pierre. Au niveau de la scène locale. En fait, tu avais dit, dans l'entrevue avec Andréane Sasseville, on la salue, la grande Andréane qui nous a quittés cette année, en 2017, qui était une grande inspiration pour la musique au Québec. Donc, Andréane Sasseville, tu avais une entrevue, j'avais trouvé ça super intéressant. Parce que c'était en 2011, quand vous avez sorti Gatineau. Vous avez sorti l'album Karaoke King. Puis, tu avais parlé, en 2011, on avait parlé de la santé du hip-hop. Tu sais, il était pas là, le hip-hop. Il n'y avait pas de place faite au hip-hop. En 2017, on s'entend que la Claire Ensemble en est une consécration. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, là, c'est comme le hip-hop, il y a comme peut-être trop de hype? Ou de quoi de même, où il y a encore plus de place à avoir? Mais encore plus de place à avoir, il n'y en a tellement pas eu pendant longtemps que, tu sais, il n'y en aura jamais trop en ce moment, là. Mais non, je trouve que ça en prend même. Encore plus? Ben c'est cool, tu sais, mettons, à la Claire, mettons que les Dead Obies sont vraiment populaires, mais ils ont comme pas des chansons formatées pour la radio, dans le sens que, tu sais, ce que c'était, là, c'est le fun, ou tu sais, BBC, Sauce Pois, c'est des super bonnes tunes, mais ça pourrait pas passer à c'est quoi. Fait que c'est ça, c'est soit que les groupes font des chansons plus formatées ou pour la radio, ou que la radio sauve plus à ça. Je trouve que, tu sais, tant qu'on passe pas massivement à c'est quoi ou à énergie, ben le combat est pas encore gagné, tu sais. Puis ce qui est le fun, moi j'écoute énormément de hip-hop américain, parce que c'est ça, je suis DJ, puis je mixe principalement du rap américain, mais de toutes les époques, là, des années 70 à en ce moment. Puis tu vois beaucoup ça aux États-Unis. Tu as, mettons, Sia, qui est une chanteuse comme pop, qui fait une chanson avec Kendrick Lamar, avec Sean Paul. Tu as Gucci Mane qui est sur une toune avec je sais plus quel artiste là, en ce moment. Il y a pas ça, tu sais, ça prendrait une... C'est con, mais moi, là, je serais prête à faire une toune avec Marie-Chantal Toupin, avec mon chum, voyons donc, Daniel Boucher. J'étais censé, ça n'a pas eu lieu, mais j'étais censé être sur une chanson avec Steffi Shock cet été. Il a fait une chanson Freak d'amour, j'avais mon couplet qui était fait, finalement l'enregistrement c'est pas fait. Mais c'est des affaires de même qu'il faut faire, des moves comme ça. Puis, sérieusement, j'ai pas l'air de ça, là. Mais je pense qu'une artiste avec qui je fitterais le plus, là, c'est Marie-Chantal Toupin. Dans mon écriture, je suis profondément québécois, puis grosso modo, on n'a pas encore parlé. Mais moi puis Org, on s'adresse au monde de région. Là. On a une toune, on va dans un casse-croûte, puis puis, tu sais... fait que c'est ce mouvement-là, c'est-tu aussi de... Tu sais,
les premiers temps, j'étais DJ de la musique trap, c'est la musique un peu contemporaine en ce moment, là. Hip-hop. Tu pouvais pas en mettre d'un bar parce que c'était gangster, c'était trop agressif. Ouais. Maintenant, c'est rentré dans l'imaginaire où est-ce que tu mets une chanson de trap que tu n'aurais pas pu mettre il y a 5 ans, que c'était agressif, c'était gangster, c'était trop black, que tu peux la mettre maintenant. C'est soit que faudrait que les gens commencent à aimer ce son-là, que c'est quoi ça, ou que nous, on formate nos chansons, tu sais. Ben, Rednext Level, c'est un peu ça. Ouais. La chanson qu'ils ont fait partir avec Karim Ouellet, Oui, c'est vrai, ouais. la structure de cette chanson-là, la tonalité, la vitesse, c'est exactement Sorry de Justin Bieber. Ouais. Parce que les deux sont sortis en même temps, puis moi, je veux dire, comme en tant que DJ, quand je reçois une chanson, j'analyse la tonalité, la vitesse, le temps, comment je peux mixer, puis les structures, où est-ce que je mets mes cues pour rentrer dans tout, pour ressortir. C'est ça, il y a eu cette tentative-là, là, la radio a peut-être moins embarqué, mais c'est ça, tant qu'on passe pas à la radio, le combat est pas gagné. Mais le problème du hip-hop, c'est que souvent, c'est un peu aussi le problème du graffiti, dans le sens que souvent, le hip-hop s'adresse à lui-même. Le hip-hop va parler de « moi, je suis un rappeur, moi, je fais du rap, ma réalité, mon monde, je suis en studio, mon mic, mes bitches, mon cash ». Puis musicalement, c'est ça, il s'adresse à eux. C'est comme quelque chose de refermé aussi. Les graffitis dans la rue, à moi d'en avoir fait, tu comprends jamais ce qui est sur les murs. Souvent, moi, quand j'étais à Guess-Seba sur un mur, ben, je m'en calissais du monde. Je parlais à Org, il pourrait dire « Org, man, je suis passé là. Hey, Stack, je suis passé là. Tu sais, on se parlait entre nous. C'est ça un peu le problème du rap, mais qu'on fait pas avec grosso modo, où est-ce que nous, on est comme les colocs du hip-hop, où est-ce qu'on s'adresse à tout le monde, puis les beats aussi. Mais c'est souvent ça, c'est que peut-être au niveau des sujets, des fois, c'est d'ouvrir puis de parler avec les gens puis d'inviter les gens dans notre univers. Souvent, c'est ça, le rap n'a pas de porte. C'est comme une bulle fermée. Tu sais, j'ai pas entendu, je veux pas parler à travers mon chapeau, mais tu sais, mettons... Mais c'est ta vision, mais c'est correct. Ben, moi, mais... Mais il y a un petit peu de ça. Moi, récemment, je suis tombé en amour avec un podcast. Bon, mais je suis un fan de podcast. C'est peut-être pas connu de tout le monde, mais c'est connu de quelques personnes. Il sait que je suis comme fan fini. Dissect. Le podcast, c'est soit être finalement un podcast qui parle de... Il étudie... La première saison, il étudie l'album de Kendrick Lamar, par exemple. C'est To Pimp a Butterfly. Hallucinant, genre le niveau de degré, genre de qu'est-ce qu'il parle, de où est-ce qu'il va dans la culture noire, puis de comment il est au niveau de son stardom. Deuxième saison, il analyse l'album de Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Puis c'est fou, tu sais, j'étais fan de ces deux albums-là, mais j'avais jamais réalisé à quel point ça allait creux, puis comment que c'est des albums comme l'album va ensemble, je suis capable d'écouter une tonne. Il faut que j'écoute l'album au complet. Puis tu sais, c'est comme ce niveau de génie-là, vraiment comme que c'est comme ça franchit la barrière du hip-hop, vraiment d'une certaine mesure. Ouais. Ça va plus loin que justement mes bitches, mon argent, whatever, qu'est-ce qu'il dit, c'est comme... Ben moi, j'ai lu la biographie de Kanye West, puis c'est ça, c'est quelqu'un aussi qui a ouvert, qui a ouvert aussi, tu sais ça, le hip-hop. Tu sais, Kanye West est plus gros que Kanye West lui-même, c'est devenu un icône et qui sort de quoi, puis tu t'en fous que ça soit un musicien de quoi, c'est un icône qui fait comme des albums, c'est ça qui a été la force de Kanye West. Ça prendrait peut-être un Kanye West au Québec, ou un Kendrick Lamar, quelqu'un tout seul qui va ouvrir des portes, qui va devenir comme une superstar, comme Dédé Fortin était plus gros que les colocs. C'est ça prendrait peut-être une espèce de Kanye West au Québec qui puisse aller à tout le monde en parle, puis ça soit pas comme, admettons, tu sais, c'est cool, admettons, Corias, admettons, il va à tout le monde en parle, mais pour bien du monde, c'est comme, le rapper qui va à tout le monde en parle, puis il est donc fin, il est féministe, tu sais. Mais, tu sais, ça arrête là, c'est tout le temps comme un autre style de rapper, mais il est intelligent puis articulé pour un rapper, même chose, Yes McCann, quand il est passé à tout le monde en parle, je l'ai pas vu, mais tout le monde en a parlé après, comme, il est articulé pour un rapper. Pourquoi il serait pas articulé? Parce qu'il fait du rap. Mais c'est ça. Tandis que Kanye West, ben, c'est un fou un peu, mais on questionne pas ça. Tu sais, Jay-Z, c'est un homme d'affaires. Il fait du rap. Tu sais, maintenant, c'est ça. Ça prendrait quelqu'un pour transformer ça, puis quelqu'un peut-être avec un visage sympathique, puis une vision sympathique. Corias, je pense que, tu sais, s'il sort un autre album encore, il va pouvoir se positionner à cet endroit-là. Peut-être avec Grosso Modo aussi, parce que les gens n'ont pas encore entendu l'album, mais on a un discours, on a une vision, on a une présentation, puis chaque chanson est ouverte. Moi, je
je fais les textes de grosso modo en slam, t'as du monde de 15 ans jusqu'à 65 ans, 70 ans, ils partent à rire à toutes les lignes. Puis, t'as quelqu'un de 15 ans, t'as quelqu'un de 75 ans qui rit tout le long aux mêmes places. C'est pas comme, le kid de 15 ans a compris la référence, là, après, c'est juste le monde de 65 ans, c'est juste les filles qui rient, juste les gars, que tout le monde rit à la même place. Fait que, bref, ça prendrait quelqu'un pour... Ça fait comme 15 minutes que je réponds à ça. Mais c'est ça, c'est que ça prend... Tant qu'on n'est pas rentré dans les médias, tant qu'il y a un rappeur qui ne sera pas rentré dans les médias, qui fera oublier que ce qu'il fait, c'est du rap, c'est un artiste qui fait de la musique, je pense que le combat n'est pas gagné, puis le rap n'a pas assez de présence. Mais ce qui est plate aussi au Québec, c'est que là, on dirait qu'il y a juste la place pour un. Tu sais, pendant comme 10 ans, c'était les locaux locasses. À chaque fois qu'il y avait de quoi, c'était les locaux locasses. Les locaux locasses, les locaux locasses. Là, c'est à la Claire puis Dead Obies. Il y a de la place pour un ou deux. Il n'y a pas de la place pour une gang. C'est ça qui est comme... Tu dirais-tu que c'est un problème de grosseur de marché? De grosseur de marché ou de médias ou de patience. Tu sais, je veux dire... tu sais... Les gens n'ont pas le temps d'écouter de nouvelles affaires, de découvrir des choses, de comprendre. Mettons, tu sais, si t'es sur le jury de la disque, là, tu reçois ta liste, puis il faut que tu votes. Là, tu vas... Tu sais, j'aime les locaux locaux, c'est mes chums, mais tu sais, ils ont gagné le meilleur album de l'année, je pense, en 2003-2004, avec un DVD. C'était même pas un album. Ils ont gagné devant Sans Pression, qui avait fait un vrai disque de rap. Mais pourquoi? Parce que tout le monde connaissait Loco Locas. Fait que là, t'as le bonhomme qui voit ça, fait comme... rap, il connaît pas ça, puis il voit Loco Locas, il voit Sans Pression, il voit Corias, puis il voit d'autres mondes. Il sait pas c'est qui les autres. Il clique, pas il clique, mais tu sais, il va cocher Loco Locas parce qu'il connaît ça. Il fait le vote, ouais. Puis c'est un peu ça, tu sais, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas assez de place pour éduquer le monde sur le hip-hop, sur les différences du rap, tu sais. C'est tous des gangsters. Ouais, ça. Non, mais c'est ça, tu sais, moi pis York, on a travaillé beaucoup sur se définir comme poète, on veut être les colocs du rap, pis puis j'ai hâte que les gens entendent le disque, parce que c'est vraiment ça s'en bon. vient bientôt, ce disque-là? Oui, en février. Février 2018. Parle-moi un petit peu, justement, de cet album-là qui s'en vient, parce que là, parce que c'est comme si c'était un run nouveau pour toi. Ouais. Puis je trouve ça intéressant parce que pour moi, tu sais, c'est pas qu'il y a eu un gap, t'as rien fait, là. Mais tu sais, il y a Quasiment. mais il y a eu un gap, puis il a fallu que tu survives, mais moi j'ai trouvé ça cool. T'as toujours gardé la tête haute, puis t'as toujours gardé comme. T'as jamais eu une job 9 à 5. C'est la dernière fois que t'as eu une job 9 à 5, tu travaillais dans un ciné-vidéoclub. Ouais. T'avais une passion pour le cinéma, puis là, j'ouvrirais pas cette porte-là parce que c'est comme ça. On irait trop loin, on aurait pour des airs, là. Mais puis on pourrait en parler longtemps, puis si on l'a fait découvrir, c'est comme c'est fou, là. J'ai même servi de psychologue, ça. Ouais. Oui. Hein? Non, la blonde. On reprend la porte. Mais, donc, là, par après, il y a eu ce moment-là où tu l'es encore, tu es devenu DJ. Ouais. Tu as fait beaucoup de gigs de DJ, comme tu as fait ta main là-dessus. Et maintenant, tu as une compagnie qui s'appelle Sur ton visage. Tu fais Sur ton visage. Ouais. Tu fais. Parle-moi un petit peu de Sur ton visage, justement. C'est une compagnie d'affichage. Moi, j'ai travaillé longtemps pour d'autres compagnies d'affichage, dont une pendant 14 ans, puis l'autre compagnie d'affichage pendant 2 ans. Moi, j'ai fait tout dans l'affichage. J'ai fait le dispatching, j'ai fait le développement de réseau, j'ai fait les archives, j'ai distribution, c'est ça, ouverture que j'ai fait. J'en ai fait des affaires. Là. Fait que je connais énormément. Ça va faire 20 ans l'année prochaine que je travaille dans l'affichage. Je connais le réseau, les posters, comment faire les trucs. C'est ça, j'ai travaillé pour d'autres mondes. C'est ça, à un moment donné, comme je me suis tanné, j'ai arrêté de travailler pour une compagnie, puis là, j'étais chez nous, puis je faisais rien, puis Puis justement, on parlait de la Sopref tantôt. Mon ami Martine Groux, qui a fondé La Meute, qu'il a fallu qu'elle change de nom, qu'il a fallu qu'elle s'appelle Lazy at Work. Elle travaillait... C'est ça, il y a 1 an et demi, elle a sorti un album de Navet Confi, puis elle a dit « Ah, ça tenterait-tu de mettre des posters? » Je mettais des posters avant, je prenais des contrats comme ça, une fois par 6 mois. Puis je suis parti avec les affiches de Navet Confi, j'étais allé porter au Divan Orange, puis là, j'ai appris qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait besoin de se faire afficher. Je me dis « Chris, je vais partir avec 2 posters dans mon sac à dos. » Puis je fais « Aïe, je vais cogner à des portes. » Puis là, je me suis mis à cogner à des portes, puis tout.
Mais tout Tu t'es rendu compte qu'il y avait quand même un besoin, comme que t'étais en mesure de combler au niveau de l'affichage. l'expertise, je veux dire, je suis le deuxième plus vieil afficheur à Montréal. Je veux dire, je connaissais en tabarnak, il n'y a pas une place où il ne met pas un poster que moi je suis pas allé. Puis 40% du réseau d'affichage à Montréal, c'est moi qui l'ai développé. Ouais. Tu vois, quand j'étais à la Maisonneuve, il n'y a jamais personne au monde qui avait mis des posters là avant moi. Saint-Henri, il n'y a jamais personne qui avait mis des posters là. Cette route-là n'existe plus, mais à Ville-Saint-Laurent. Fait que c'est toutes des affaires que moi j'ai développées. C'est des réseaux qui valent de l'argent, qui se vendent quand un client arrive et dit ben moi je vais mettre des posters pour mon théâtre. Puis que tu dis ok, genre ça va être tant d'argent pour Rosemont, tant d'argent pour Saint-Henri. Ah, c'est trop cher Saint-Henri, mais aller faire des affaires. C'est des affaires monnayables, je connais ça, je sais comment mettre des posters. Puis je pense que là, je vais me vanter, là, mais je suis la personne qui affiche le mieux à Montréal. J'affiche tellement bien. Puis souvent, les afficheurs vont mettre n'importe quoi, tout croche, ou des fois, vont mettre un poster par-dessus. Moi, je fais des dynamiques. Admettons, tu as 2 affiches 11 par 17 qui sont comme ça, mais moi, je vais en mettre une un petit peu plus haute. Puis l'autre, je vais en mettre un petit peu plus basse. Je fais des dynamiques comme ça, je place mes trucs, je calcule mes affaires, mais c'est une maladie mentale. Fait que c'est pour que je suis bon, c'est que je suis malade mental. J'affiche bien, je connais mes affaires, j'ouvre les réseaux. Mais. Donc c'est ça, c'est comme t'as démarré cette entreprise-là à cause de. T'as un énorme réseau dans la musique, on s'entend, là. Oh, ouais. C'est comme c'est assez impressionnant comme le nombre de monde que tu connais. Parce que justement, t'es là depuis longtemps et t'as jamais lâché. Puis 2, c'est comme c'est ça, tu le fais bien. Donc c'est quand même très nice. Puis ça permet en fait finalement ça de garder une liberté puis de démarrer un projet qui s'appelle justement grosso modo avec DJ Org. Puis parle-moi un petit peu de votre approche finalement, de où est-ce que vous en allez avec ça, parce que tu l'as mentionné un peu, vous êtes les colocs finalement du rap, là, c'est un peu ça. Ouais. Vous parlez, là t'es vegan puis tu parles d'aller manger des hot dogs puis la poutine dans les casse-croûtes de Saint-Anne-des-Monts. Ouais. Je name drop une ville que j'ai déjà été faire un show. Je sais même pas c'est quoi. Non, c'est pas Je grave. font la bonne poutine. Ouais, il y en a de la bonne. Mais parle-moi un petit peu de l'approche, c'est quoi cette direction-là par rapport à ce qui s'en vient avec cet album-là? La direction. Cette collaboration-là avec DJ Org qui finalement arrive dans ta vie. Ben, juste pour dire, c'est comme moi je suis devenu vegan après toute la composition, tu sais, de l'album. Fait qu'il y a des tunes où est-ce que tu sais, je vais avoir l'air de parler, tu sais, contre mes nouvelles valeurs, mais c'est juste ça a été écrit avant, mais tu sais, je les endosse parce que c'est drôle. Grosso modo, à la base, moi c'était comme mon album solo. J'étais allé voir Org, genre moi je veux faire mon album solo, j'ai mes beats. J'ai dit, tu veux-tu réarranger les beats, faire des scratchings? Ben oui, puis là, j'étais arrivé à écouter mes affaires, puis il a trippé. Il a fait, peut-être que ce beat-là, je pourrais le refaire. J'ai dit, ok, cool. Puis là, finalement, il a fait, man, tu sais, dis-moi, je veux tout faire tes beats à la place, et fuck tes beats, puis mes beats, c'était pas si bon que ça. Ça me prend 6 mois faire un beat, lui, il en fait comme, tu sais, il fait des compilations, il met ça sur Bandcamp, c'est jour de beat. Puis genre, comme il fait un album au complet en une journée pendant qu'il fait une tempête de neige, puis les beats dessus, là, c'est DJ Org. Fait que c'est ça. Donc on a commencé à travailler ensemble. Puis là, au début, c'est ça, c'était mon album solo. Fait que c'était vraiment comme mes sujets à moi. Puis là, il a commencé à me dire, peut-être que cette ligne-là, on pourrait peut-être la changer. Je dis, ouais. Puis c'est ça qui me fascinait avec DJ Org, c'est que c'est la première personne qui a fait un travail de réalisateur avec moi. Avant, tout le monde avec qui j'ai travaillé était vraiment gentil avec moi. Je les adore, mais il était peut-être trop gentil. Je réécoute mes affaires, puis il y a des lignes qui passent mal. Il n'y avait pas de rigueur dans certains textes que je faisais. Org, il a fait ça marche pas, ça marche. Chris, il travaille avec tous les rappers. Montréal, il travaille avec Samian. Je dis, Samian, il écrit fucking bien. Là. Puis là, il m'a dit, gars, c'est pas important qu'il y ait tout le temps des rimes. L'important, c'est le punchline. Puis, faut qu'on récompense le monde. Fait que là, je me suis mis à tout retravailler mes textes où est-ce que chaque ligne est intéressante. Il y a toujours un punchline à chaque 2 lignes. Fait que tu pars à rire, puis tu ris, t'as une ligne pour prendre ton souffle, tu ris après, tu sais. Puis, fait qu'on s'est mis à développer un univers, puis finalement, peu à peu, Org a commencé à collaborer beaucoup pour les textes, puis grosso modo, c'est devenu un personnage. Grosso modo, c'est Org puis moi, mais moi, j'interprète un peu ce personnage-là. Fait qu'il y a des chansons comme Man, il faut que ça. Org a écrit beaucoup de textes. On a une chanson qui s'appelle Rivière du Loup, pas Rivière du Loup, mais Rivière du Loup. C'est une chanson dans laquelle on part en camion, puis on va faire une tournée du Québec, faire des shows, mais by the way, on arrête au casse-croûte du pêcheur, où est-ce qu'il y a une guédille aux crevettes, on arrête à telle place, puis c'est donc le fun, puis on se fait triper. Fait que on a vraiment développé, c'est ça, un personnage. Des fois, c'est ça que je veux dire, des fois, c'est un peu frustrant ou c'est un peu weird, parce qu'il y a des affaires que je dis que c'est pas nécessairement moi très proche, mais c'est vraiment comme un personnage qu'on a développé comme ça. La direction artistique, c'est rap,
rap à texte, Mhm. un rap humoristique. Faut tout le temps que ça soit drôle. Mhm. Parce que moi, j'étais arrivé là avec des tunes comme Yo, ma blonde me laissait ou genre, je suis sur Tinder pis ça marche pas, puis j'essaie de me pogner des filles, je me fais tout le temps crisser là. Tout ça, on a enlevé ça. Puis même, j'étais en train de préparer des textes pour un éventuel solo. Puis hier, j'écrivais moi que ma blonde, ça va. Ben, en tout cas, j'étais en séparation en ce moment. Puis je me disais, fuck that, asti. Oui, j'ai besoin de le dire, mais on s'en calisse, là. Je veux juste parler de, hey, moi j'aime ça, genre, j'aurais aimé ça habiter en banlieue. Fait que là, je fais une chanson là-dessus, j'aurais mon petit gazon puis mes affaires. Fait que c'est des affaires comme ça, c'est un rap profondément urbain. Puis, mais qui s'adresse beaucoup au monde de région. Moi, je suis le côté urbain, tu sais, moi, je fais du basic, je back Messenger, tu sais, je vais porter des affiches, je suis le gars de Montréal. Puis, Org, il habite dans un shack, il habite au Org Shack, à Chersey. Puis là, c'est le gars du bois. Fait qu'on a mélangé ces deux univers-là. Puis, moi, j'ai toujours voulu m'adresser à Kevin, dans le fond, du 16e rang. J'en ai rien à crisser que le monde du plateau, ce malin, il tripe sur ce que je fais. Moi, je veux parler au monde qui aime pas le rap, au monde à qui personne parle, jamais vraiment. T'écoutes les émissions de télé, tout ça passe à Montréal, tu sais. Je veux parler aux délaissés du Québec, tu sais. Je veux parler avec le gars de Val d'Or, tu sais. J'écris pour ce monde-là. Fait que c'est un peu ça, tu sais, les colocs, un peu. Tu sais, c'est ça, t'habites sur le plateau, t'es un artiste, tu peux pas dire, je tripe ces colocs, mais tu sais, je veux dire, si t'habites à, je sais pas, au même Trois-Rivières, mais là, tu sais, c'est cool, tu sais, tu tripes ces colocs, t'habites à La Plaine, t'habites à Saint-Lin, là, tu sais, comme tu peux être die-hard fan des colocs, vous comprenez ce que je veux dire? Absolument, Fait que je m'adresse vraiment à ce monde-là. Les colocs, ça, c'est plus gros que n'importe quoi. Là. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est comme, au début, les colocs s'adressaient beaucoup plus à du monde, justement, d'aider venant finalement des régions. Je me sais plus exactement, je ne dis pas la ville, ça m'échappe. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est ça qui a fait que le succès était aussi immense, c'est parce qu'il parlait d'abord et avant tout au monde normal. D'une langue que le monde comprenait, mais encore plus que les Robert Charlebois d'avant, tu sais. Mais moi, j'ai tout gommé mes affaires compliquées dans mes textes. À un moment donné, j'avais, même dans une tune, ma voisine d'en bas aime pas les hip-hop, j'ai fait comme, yo man, ma voisine d'en bas, elle aime pas la bass dans Tom Ford. Tom Ford, c'est une chanson de Jay-Z, tu sais, qu'on connaît obscure. Il a fait, yo, mais personne va rien comprendre. Je vois, mais man, le monde qui tripe sur la hip-hop, ils le savent. Moi, mais man, c'est bon. Tu sais, Germaine, elle le sait pas. Fait qu'on a tout enlevé. C'est ça, ces affaires-là. Moi, je voudrais être aimé par les fans des Charbonniers de l'Enfer, de Caïn, puis de Noir Silence. Noir Silence, les colocs, Marie-Chantal Toupin, c'est ce monde-là. Je m'adresse à eux. Je trouve qu'ils sont importants, je sais pas comment dire. J'aime la banlieue, j'aime la région. C'est pas de flafla, man. Ce monde-là, man, il écoute cette musique-là. Moi, j'ai écouté du Caïn parce que, tabarnak, tu sais, je dis. T'écoutes du Caïn, tu fais comme c'est de la merde, mais comment ça se fait que, tu sais, mettons, je suis là, même les locaux locasses, même, tu sais, les poètes font comme toutes des images compliquées, mais des fois, tu comprends rien. Tabarnak, t'es comme, Caïn, c'est pas bon. Sacrement, man, Caïn, là, ils disent une phrase, c'est straight to the point. Danny Bédard, là, y a pas de flafla, tu le comprends tout de suite. Tout le monde le comprend. Puis ce qu'il dit, c'est tellement universel, ça s'adresse à tout le monde. Tu sais, Danny Bédard, là, il est ici, là. Tu sais, Daniel Bélanger, je l'adore, mais Daniel, tu sais, il est plus là, tu sais. Dans le fond, la poésie, c'est synthétiser, c'est vulgariser quelque chose que toi, tu vois qui est compliqué puis qui est même pas palpable, que toi, tu le mets en mots, puis tu perçois l'image, tu l'amènes au monde pour dire, voici ce que je vois, voici ce que c'est. Tu sais, c'est comme synthétiser une équation de physique quantique, tu sais. Puis tu te dis au monde, mais quelqu'un comme Caïn va dire des émotions où est-ce que tu sais, tu sais, je file pas, puis là, comme, je me sens pas bien, tu sais, là, moi j'écrirais de quoi de vraiment compliqué, puis dans mes émotions, mais Caïn fait comme, si man, je file pas, genre, j'ai le goût de me vomir la vie à matin parce que tu m'as crissé là. Tout le monde comprend. Fait que je sais pas pourquoi je parle de ça, mais comme, c'est ça qui m'intéresse à ce temps dans la poésie, les estis de flafla, Fait que moi j'en ai plus du monde de même, là, que des grands poètes. Fait que moi je devrais être aimer du monde qui aime cette musique-là, je veux m'adresser à eux. C'est bon. C'est ça. Je m'adresse à Kevin dans le fond du 16e rang. Hey, ça fait un bout qu'on parle. Puis, excuse. Non, mais c'est super, hein? C'est toujours bon signe, absolument. Puis j'en avais encore des questions à te poser, mais je vais quand même arrêter. On va quand même commencer à résumer la fin de l'entrevue.
Je vais commencer par. Premièrement, te remercier du travail que tu fais. Te remercier de t'avoir déplacé, bien sûr. Mais j'habite à 5 coins de rue. Je sais. Mais quand même, tu sais, c'est comme, tu sais, on est tous occupés, on a toute une vie, puis tu sais, c'est comme, t'as pris 1 heure de ton temps, ben là, maintenant, c'est 1h15. Faut venir me voir. Ben, il y a un chèque du DA, tantôt. Ouais, c'est ça, exactement, j'ai pas le choix. Sérieusement, mais merci d'avoir continué aussi longtemps aussi dans la scène. Ouais. Merci de continuer à faire ce que tu fais. Et merci comme de nous livrer un nouvel album. Moi, j'ai super hâte de l'entendre personnellement. Parce que j'ai comme toujours été un fan, au-delà de notre amitié, j'ai toujours été un fan de ton travail de toute façon. Fait que bonne continuation, tout le meilleur de succès. Puis je te souhaite bien de succès. Je vous souhaite bien de succès avec ce qui s'en vient. Beaucoup d'espoir pour moi en 2018. Puis tu peux demander au Saint-Pierre qui te donne Guide-moi, je mets du succès en 2018. Ouais, il porte bonheur parce qu'on a eu un invité qui après ça il y a eu un appel pour un investissement en tout pas plus longtemps, mais ça s'est très bien passé. Il porte bonheur de Saint-Pierre. Je vais juste te poser une dernière petite question ouverte finalement. Si tu avais à livrer finalement, à dire, comment je peux dire, si tu avais à donner vraiment un message à des artistes indépendants qui veulent se lancer, qui veulent lâcher leur job 9 à 5, tu aimerais ça les inspirer vraiment pour qu'ils poussent sur leur plus loin, pour qu'ils aillent plus loin, pour qu'ils en vivent. Est-ce que tu avais un conseil à leur donner? Je sais pas si ma question est trop intense, mais tu l'as fait, toi. Comme, à un moment donné, t'as arrêté de te fier à un job pour te lancer et te dire, regarde, je crois en moi. Tu sais, comme t'as assez de guts pour dire, regarde, je suis capable de le faire. T'as commencé à être DJ, puis t'étais pas un DJ avant, puis du jour au lendemain, tu es devenu, puis tu t'es poussé, t'es devenu meilleur, parce que t'es rendu un fucking bon DJ. Puis, tu sais, même affaire. Qu'est-ce que tu dirais à ce moment-là, vraiment, qui hésite, qui balance encore entre hey, j'aimerais ça, tu sais, l'essayer, tu sais? Ben ouais, il faut que tu l'essayes, il faut que tu le fasses first. Là. Je dis, si tu le fais pas, ça va pas se passer. Mais c'est même pas une affaire d'un conseil aux artistes, un conseil dans la vie, c'est faire confiance. Et l'existence va toujours te donner ce dont tu as besoin. Tu sais, même si tu penses que ce que tu reçois de la vie, tu n'en as pas besoin. Mm-hmm. Même quand tu vis des expériences traumatisantes, puis tristes, c'est ces expériences-là qui te font changer. Fait que je pense que faut que tu te lances, puis il faut que tu fasses confiance au destin, puis c'est ça. Si tu projettes mentalement du succès, puis des affaires, puis des sous, ben ça va revenir, mais c'est aussi de travailler, puis de pas lâcher, tu sais, de continuer. Moi, en ce moment, je dis, j'écris tous les soirs mon rap. Je pense que c'est ça, c'est vraiment de faire confiance, mais en même temps aussi de lâcher prise aussi. Tu fais confiance, mais tu lâches prise, tu sais. Mm-hmm. Je pense que c'est ça aussi en ce moment, mais moi, maintenant, tu sais, je suis tout le temps chez moi, mais comme quand on est parti Gatineau, j'étais tous les soirs dans les bars, j'étais tout le temps en train de parler de mon projet, j'avais des flyers. Fait que tu sais, c'est de se manifester. Mais je pense que c'est ça, il faut... De constamment venir réveiller. Puis de venir réveiller, puis travailler, mais vraiment, tu sais, de faire confiance, là, je pense. Ouais. C'est ça. Moi, je fais tout le temps confiance. Je projette beaucoup dans ma tête, tu sais. Là, je vois 2018, je projette. Je pense que c'est ça, j'aurais pas de conseils. Tu sais, moi, mes affaires marchent, ils viennent à moi parce que j'ai visualisé, je fais de la projection, c'est bien gros comme de la spiritualité. Ouais. Un matin, je pars dans un autre sujet, excuse. Ouais, vas-y. Mais je pense que c'est ça. Mais tu sais, un matin, je me suis levé, au mois de juin, j'étais vraiment dans la marge, je me dis, aujourd'hui, ça me prend absolument un miracle financier. 15 minutes après, j'avais un texto comme quoi, j'avais 3 gigs à 2000$ la gig. Qui sont apparus, puis j'ai dit, OK, ça me prendrait un autre miracle aussi maintenant. Puis dans l'après-midi, le téléphone a sonné pour une autre affaire. Je pense que c'est ça, c'est de projeter des affaires, puis d'écouter les conférences de Frank Lobvet, puis de Sylvain Duboulet. Qui sont des conférenciers, genre de... Tapez ça sur YouTube. C'est bon. Encore une fois, Eric, merci beaucoup de ton temps. Merci. Meilleur des succès. Ben, moi, je t'en avais d'être ici, ben, j'ai vu ça, je fais hey, moi, je vais y aller, moi aussi. Là, merci beaucoup. À la prochaine.